Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier numéro de Si on parlait sport spécial Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. On va parler bien sûr pendant une heure de toutes les thématiques qui concernent ces Jeux Olympiques et Paralympiques et plus particulièrement de l'actualité dans les Yvelines. Nos invités sont avec nous sur ce plateau. Présentation en musique, s'il vous plaît. On commence à ma droite, il est toujours très élégant. Il est conseiller spécial sur les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à 50 ans en Yvelines. Il est aussi fan de golf et de course à pied. Mister JO Arnaud Courtier est avec nous pendant une heure. Bonjour Miguel. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Les thématiques, vous avez travaillé un petit peu l'émission. J'ai tout bien préparé, j'ai bien travaillé comme d'habitude. En même temps, vous baignez dedans tous les jours, si je peux dire. C'est ça, on peut dire ça. Ouais. On continue notre tour de table à gauche, musique. Son entreprise est présente dans le monde entier. Il couvre les Jeux Olympiques depuis 1992 et il adore ça. Il nous vient tout droit de Coignières. Son surnom Spider-Cam, car il tisse des câbles dans tous les stades avec ses caméras. Benoît Dantan de XD Motion nous vient tout droit de Coignières et il est avec nous sur ce plateau. Bonjour Michael, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Formidable, très bien. Les JO, ça vous parle forcément ? Alors, on est en plein dedans, on a commencé déjà. Oui, depuis 1992, j'ai regardé. Ouais, c'était mes premiers, ouais. Sur le tremplin de Courchevel. Et alors, ça monte en puissance depuis Là, 1992 ? oui, on a démarré dans les Yvelines déjà, avec le château de Versailles. On a commencé, et puis on a fait les premiers pérages sur le golf déjà aujourd'hui, et puis quelques tests au BMX, et puis on a juste sorti les mondiaux au Vélodrome. Donc, ça va, vous portez bien. L'entreprise se porte bien. Il y a une grosse pression qui démarre. Ouais. On repasse de l'autre côté musique, c'est un président exceptionnel. Il est le président de l'une des équipes les plus compétitives d'Île-de-France avec de nombreux champions. Le nom de son équipe, VCE Sky Team Vousser, il adore le cyclisme, mais il s'intéresse à tous les sports. Mister President, Thierry Fabre, est avec nous. Mes respects, Mickaël. Bonjour à tous les amis. Comment allez-vous ? Très bien. Merci de nous avoir invités aujourd'hui pour parler sport. Vraiment sport. Pour une fois, c'est exceptionnel. Tremplin de Tokyo avec Florian Gambeau, médaillé de bronze de vitesse par équipe. Direction les JO Paris avec quelques athlètes saint-quentinois. Dernière ligne droite avant les Ligne JO. droite. Il reste encore un petit peu de temps. Oui, on se prépare. Il faut se préparer. On continue de l'autre côté, musique. Il a participé aux Jeux Paralympiques d'Athènes en tennis. Il a gagné le tournoi de New York en 2003 en simple et en double sur le court central de Flushing Meadow. Il nous vient tout droit de Montigny-le-Bretonneux. Régis Sarel nous fait l'honneur de venir dans cette émission. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Comment allez-vous Régis ? Très bien. Ouais. Bon, et les mondiaux qui sont déroulés à Montigny-le-Bretonneux, j'imagine que vous avez suivi... J'ai suivi les mondiaux cyclistes et les paravélos aussi, c'était grandiose. Un grand moment. Ouais, un très grand moment. Et les JO, vous les attendez, évidemment ? Bien sûr, je les ai vécus de l'intérieur, maintenant je vais les faire de l'extérieur, ça va être bien. Vous avez donné peut-être des conseils pour l'organisation ? J'en sais rien, peut-être, mais si on me demande. Oui, voilà. Sûr. On termine de l'autre côté, musique. Il nous vient aussi de Montigny-le-Bretonneux. Il est bénévole sur les grands événements internationaux. Il adore aussi le sport et notamment le handball. Il est toujours de bonne humeur. Patrick Chéab est avec nous pendant une heure. Bonjour à tous. Vous êtes de bonne humeur aujourd'hui ? Pour toujours. Comment allez-vous du coup ? Ah bon, très bien. On est bien occupé avec les opérations de bénévolat sur ce qui se passe à Saint-Quentin. Donc ça fait partie de nos missions, les missions de l'association. Et vous étiez aussi sur les mondiaux de cyclisme sur piste. Il y a eu beaucoup de bénévoles sur les mondiaux, oui. Et on a passé beaucoup de temps. Alors avant de passer au programme de l'émission spéciale JO, on va parler de la nouvelle de la semaine. Elles ont été dévoilées par le comité d'organisation des Jeux. Les Friges seront les mascottes des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Comme leur nom l'indique, elles sont inspirées du bonnet phrygien, symbole de la Révolution et de la République française. La mascotte a été testée et validée par des échantillons d'enfants de 6 à 14 ans. Le COJOP espère écouler 2 millions d'exemplaires des Friges jusqu'aux Jeux Olympiques de 2024. Est-ce que vous validez cette mascotte, messieurs ? Oui ou non ? Vous avez des petites raquettes. Vert pour oui, rouge pour non. Vous êtes partagé, vous, Patrick Chéab ? Non, vert, d'accord. Okay. Vous me retrouvez bien à la caméra, c'est pour ça. Ah, pardon. Faut bien le mettre. Donc tout le monde est unanime sur la question. Je vais vous donner la parole, peut-être à Arnaud. Les Friges, ça vous plaît ? Oui, ça nous plaît. Elles sont jolies, elles sont sympathiques. C'est la même mascotte, presque la même mascotte pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Le symbole est fort. Elles sont asexuées finalement, ces mascottes, et tout le monde peut se les approprier.
J'espère qu'au-delà des petites peluches qu'on a déjà vues, ils vont nous faire des vrais bonnets mascottes qu'on va pouvoir porter pendant les jeux. Non, elles sont, moi je trouve très réussies, vraiment. Vous allez en acheter? Bien sûr. Benoît Dantan. Moi, j'ai un bon souvenir en Chine d'avoir fait la queue pour acheter ma mascotte pendant des heures et des heures et des heures, parce qu'il y avait une rupture de stock totale sur les mascottes là-bas, et c'est vrai qu'elle a été relativement sympa aussi en Chine. Et là, j'avoue que j'étais agréablement surpris. J'en ai vu beaucoup, et là, effectivement, je la trouve très sympa, simple, et d'un visuel très agréable. Les plus belles ou pas que vous avez pu voir? Vous êtes sur les JO depuis 1992. Je dois reconnaître qu'elles se ressemblaient toutes sur toutes les années. Oui, c'est souvent des ours en peluche, des ours en peluche, etc. Là, il y a une voilà, vraie, on les voit justement à l'écran. Voilà, il y a c'est ça. Rio, il y a une vraie 2016, rupture. Déjà multicolore, comme vous pouvez voir là sur les anciennes. Il y avait effectivement sur la Chine c'était pour une version un peu cosmonaute pour avec Londres. un scaphandre autour qui était assez sympa et voilà, original. c'est pour cette peluche-là que vous avez fait la queue. Ouais, j'ai fait la queue, c'était sympa pour amener mes enfants. Et là, j'avoue que moi, je trouve qu'elles ont une vraie identité, effectivement, un savoir-faire à la française, on va dire ça comme ça. Régis, convaincu aussi Ben, par moi, ce Frige. Ouais, moi très bien, donc je me rappelle. C'est vrai que ça me fait plaisir de revoir celle de 2024, 2004 pardon. 2004, attends. Vous l'aviez acheté? Oui, on me l'a offert. Moi. Donc, vous l'avez offert. En tant qu'athlète, on avait le droit, on a tous eu le droit à une petite mascotte. Non, c'était un bon souvenir. Et puis là, le fait que les mascottes se ressemblent et tout et soient à peu près identiques avec une petite différence, une petite subtilité avec la prothèse, je trouve ça assez subtil. Ouais. Patrick? Oui, tout à fait. Je rejoins Régis, parce que elles sont plaisantes, elles sont sympas. Et puis, effectivement, le petit détail qui fait la différence dans tout domaine, c'est bien. Thierry? Elles sont historiques. Oui. Historiques, et puis histoire à venir. C'est un bon rapport pour la jeunesse. C'est ça qui est important. Il va en écouler 2 millions d'exemplaires. C'est un chiffre qui vous paraît cohérent, Arnaud? Cohérent, mais bas. Bas. Oui, quand on sait qu'on attend 11 millions de spectateurs à Paris pour les Jeux, je pense qu'ils peuvent en vendre plus. Peut-être qu'ils ont mis un chiffre assez bas et pour après Office. exploser les compteurs, peut-être. Peut-être première vente pour les vendre moins cher et les vendre plus cher après. C'est une stratégie commerciale. Commercial peut-être. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous parlerons des bénévoles qui seront présents sur ces Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Nous serons d'ailleurs présents sur ces JO. Enfin, vous serez présents sur ces JO, Patrick Chéab, en tant que bénévole. Vous avez déjà votre petit ticket, je crois. Oui, ça y est, je suis dans le couloir. Dans la dernière ligne droite, si je peux dire. Et on parlera également du marathon de Paris, des JO de 2024 qui passera par les Yvelines. Mais avant de parler de ces thématiques, on va parler des mondiaux sur piste. C'était le moment fort de ce mois d'octobre dans les Yvelines. Je veux bien sûr parler des championnats du monde de cyclisme sur piste. Ils étaient organisés du 12 au 16 octobre au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Une vraie répétition générale avant les Jeux Olympiques de 2024. Sur la piste, les tricolores s'en sont plutôt bien sortis avec 3 médailles d'or, 3 médailles d'argent et une médaille de bronze. Dans les tribunes, le Vélodrome a attiré plus de 20 000 spectateurs dans le Vélodrome et de nombreux étrangers. On ne va pas se mentir, on a vibré avec une ambiance exceptionnelle. La question sur cette thématique, est-ce que ces mondiaux sur piste sont un test grandeur nature réussi? Oui ou non? Vous votez. Totalement réussi. Totalement réussi. Non pour vous, Thierry. Pas pour tous les domaines. Alors, on va faire un petit duel, je sais pas, entre vous, Régis, et Thierry. Alors, Thierry, pourquoi vous êtes seul contre tous? Pour l'accueil des personnes handicapées. Comme vous savez tous, j'ai une section handisport chez nous, et puis j'avais des personnes handicapées. Et le système de surveillance et sécurité là n'était pas armé pour pouvoir nous accueillir avec un passage au niveau des médias où il y avait des passerelles. Il a voulu faire un grand tour, porter des fauteuils pour accéder aux tribunes. C'est le seul point négatif, mais qui a été bien corrigé par la FFC, par Nicolas André qui était présent. Il y a eu beaucoup de réactivité et on s'est dit en commun, c'est pas bien quand ça arrive comme ça devrait jamais arriver, jamais. Mais c'est une solution, un problème qu'on n'aura pas en 2024.
Ça a été le point négatif. Oui. Non, mais... Et je ne sais pas si toi, tu as eu ce ressenti. Moi, je suis arrivé un peu tard dans les mondiaux. Je suis pas allé le premier jour. Donc, ça s'est passé les premiers jours. Premier jour. Ouais. Et après, moi, quand je suis venu, j'ai pas eu de soucis, en fait. Ouais. Donc, j'ai pas été contraint. Moi, ce qui m'a plu, c'est l'ambiance. Ouais. Après, on parlera des paravélos parce que c'était pas la même chose. Là, on sera négatif. Je serai négatif parce qu'il y a eu plein de choses. La communication était extrêmement mauvaise. Donc c'est le point noir qui a été ensuite réfléchi. Oui. Mais je dirais que c'est un mal pour un bien quelque part, parce que comme ça les erreurs vont pas être refaites. Et il n'y a que, en fin de compte, les championnats du monde, c'est une grande manœuvre nature en direct pour tout le monde. Même site, même endroit. Parce que Arnaud, tu en penses ? J'en pense que donc on peut dire que c'est parfaitement réussi, puisque dès le premier jour on a pu trouver un point d'amélioration et qu'il a pu être corrigé. Donc au moins pour 2024 il n'y aura plus d'erreur. Voilà, c'est l'essentiel. Régis, alors vous étiez conquis par ces championnats du monde. Moi pour l'ambiance extraordinaire. Ouais, extraordinaire. Ouais. Non, par contre, on peut peut-être revenir sur un point quand même. Il y a quand même un petit point sur les parkings qui ont été sous-dimensionné, mais ça c'est la structure même du vélodrome. Parce que moi j'ai fait partie de l'homologation de ce vélodrome et on avait justement souligné ce point-là qui est un point un peu négatif. Parce que, et ça n'a jamais été corrigé. On est d'accord, c'est la problématique du site, c'est le choix fait à sa construction, de privilégier des accès en transport en commun pour les spectateurs, d'avoir très peu de parking sur site. Et il est vrai que en mode grand événement international, ça n'est pas sans poser certains problèmes logistiques pour les différents accès nécessaires à proximité et évidemment pour les personnes à mobilité réduite, c'est une nécessité. Et quand on ajoute à ça les besoins logistiques, la presse, etc., ça coince un petit peu. On est d'accord. Benoît, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors Régis, conquis, Thierry, conquis mais avec un axe d'amélioration important. Il faut être positif. Mais alors moi j'ai un œil un peu différent parce que vous étiez en haut. Nous on était en hauteur et en fait on regarde très peu la compétition, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On est vraiment concentré sur l'ambiance et ce qui se passe au niveau des sportifs, mais d'un point de vue caméra spéciale. Donc là on avait en plus une grosse expérimentation avec Nokia et Orange et une dizaine de partenaires sous l'égide de Saint-Quentin. Et c'est vrai qu'on a fait une innovation absolument incroyable. Il faut savoir que OBS, qui représente le CIO au niveau audiovisuel, s'est déplacé. Ils ont été très impressionnés par la démonstration, alors déjà par la compétition en elle-même, mais aussi par les moyens techniques, puisqu'on a réussi à faire des transmissions de très très haute résolution en 360 degrés, avec des caméras aériennes, câble cam, etc. J'avoue que j'avais jamais fait ça, et dans le monde, je crois que ça s'était jamais fait à ce niveau-là, avec une transmission en 5G, qui a permis de tester, de valider, et on va recommencer le 26 novembre sur le prochain événement, le troisième round de l'UCI Track, avec cette technologie-là, pour faire nos derniers tests. Donc pour moi, ça a été un moment très fort et je crois assez historique sur la technologie qu'on a déployée tous ensemble après presque 2 ans de préparation quand même et 6 mois d'essais et de tests avec une forte pression derrière sur Paris 2024. Et tout a bien fonctionné ? Non. Pas du tout. Et c'est l'objet. D'où le nom de test grandeur nature, finalement. D'où le nom d'une expérimentation, et c'est ce qu'on souhaite. Et en fait, on s'est rendu compte, pour des petites anecdotes, il y a beaucoup de coachs sportifs qui viennent avec des cartons Amazon, avec des Wi-Fi absolument pas homologués. Alors, donc, ils arrivent et puis ils arrosent les fréquences comme ils le souhaitent, comme s'ils étaient dans n'importe quel pays du monde. Et en fait, nous, on se retrouve complètement pollués par ce type de... Donc, c'était très bien pour l'ARCEP qui a justement commandité cette expérimentation aussi d'origine, de se rendre compte qu'il fallait aussi, en tant qu'organisateur de ce test, faire un petit peu la police pour justement que ces fréquences soient véritablement cernées et validées. Donc on a eu pas mal de soucis liés à cette problématique-là. Par contre, on a quand même eu de très très beaux résultats avec des immersions absolument incroyable. Je ne sais pas si vous avez pu vous rendre, certainement, mais faire le test chez les différents partenaires dans la tente Nokia, mais c'était assez sympathique. Et puis, surtout, on n'était pas dans le vélodrome, mais on s'y sentait absolument dans la même ambiance. Et c'est ça l'objectif de ce qu'on essaie de développer.
Moi, j'ai été ravi. Voilà. Vraiment, franchement, j'étais ravi par l'ambiance. Je crois que tous les spectateurs qui étaient présents, il y a eu une ambiance folle, et voilà, pour tous les pays d'ailleurs. Belle expérience pour vous aussi, Arnaud. Oui, belle expérience. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que ce sont des mondiaux réussis. Ils sont réussis pour les spectateurs, pour les téléspectateurs, pour les athlètes. Après, nous, ici, autour de la table, professionnels, chacun dans nos registres différents, effectivement, on voit des points d'amélioration, mais c'est le but. Et donc c'est réussi parce qu'on a trouvé des points d'amélioration, justement. Ça n'était jamais que la deuxième fois depuis que ce vélodrome existe qu'on recevait des championnats du monde. La prochaine grande échéance, ce sont les Jeux Olympiques. C'est quand même extraordinaire. Donc on sait maintenant qu'on est confiant pour les Jeux. Les observateurs de Paris 2024 étaient là aussi, bien sûr, pendant ces championnats. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont noté? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, ils étaient satisfaits de voir que, tous ici, nous connaissons notre vélodrome et nous savons l'opérer. Ça, c'est quelque chose de très important, qui se prête bien à l'accueil du public, parce que c'est aussi les flux de public, etc., les différents flux de ce qu'on appelle d'accrédités, la presse, les athlètes, etc. Et ça nous a permis encore de tirer des enseignements. Comme à chaque événement, on tire toujours des enseignements d'un événement. Donc on en a tiré. Ça nous permet de nous améliorer pour l'avenir, que ce soit sur la participation des bénévoles, que ce soit sur les moyens technologiques, que ce soit pour les athlètes. Enfin voilà, il y a toujours des points d'amélioration, mais des beaux championnats du monde, des médailles françaises, la France qui gagne, le vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines qui rayonne, la technologie en France qui se développe et qui rayonne aussi, c'est des premières mondiales, c'est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire. Il y avait un consortium de partenaires tous plus importants les uns que les autres dans la technologie, avec des expériences innovantes, aussi bien pour les professionnels que pour le public. Donc c'était vraiment très intéressant et réussi. Patrick Chiab, qu'est-ce que vous en pensez? Sur le plan sportif, c'était vraiment la fête. Bon, moi j'étais... Oui, on a parlé beaucoup de l'organisation, mais sur le plan sportif, c'est une vraie réussite. Ah, absolument. Par contre, c'est vrai que quand on est au milieu d'une organisation, on voit toujours de l'intérieur les imperfections. Ça, c'est clair. Après, il y a aussi d'autres choses là qui perdurent. C'est le fait qu'il y ait un problème de mise à disposition d'une restauration pour les visiteurs. Vous avez été déçu? Il y a des gens, moi j'étais à l'accueil, à l'accréditation, et les gens ils posaient la question, mais où peut-on déjeuner? On va se restaurer. Quand on voit que la buvette elle ouvre à 17h alors que ça est bientôt terminé. Pareil, c'est un axe d'amélioration, Arnaud Courtier. C'est toujours un axe d'amélioration, c'est compliqué. Là, il y a un choix de l'organisateur, effectivement, qui se discute. Ouais. C'est toujours compliqué. Moi, je me souviens en 2015, par exemple, au plus haut du plan Vigipirate, qu'on se faisait sympathiquement houspiller par les spectateurs parce qu'on leur interdisait d'entrer avec des bouteilles, par exemple, même des bouteilles d'eau, mais pour des raisons de sécurité, ne le décidons pas, ce sont les forces de l'ordre qui nous l'imposent. Donc voilà, il y a des axes qui sont toujours un peu compliqués, qui peuvent toujours s'améliorer. J'ai aucun doute sur le fait qu'en 2024 et pendant les Jeux, il y ait tout ce qu'il faut dans le vélodrome, à proximité du vélodrome, et que le parcours spectateur soit jalonné de points où on pourra acheter à boire et à manger avec tous les partenaires des Jeux. Aucune inquiétude sur ce sujet. Voilà, effectivement, il y a ces points-là. Il faut bien comprendre qu'un événement comme celui-là, c'est beaucoup de gens, de professionnels, de partenaires, de bénévoles qui viennent s'agréger pour un temps donné finalement très court. Et il faut que tout ça s'imbrique et fonctionne parfaitement dans un temps donné qui est très très court, après des mois et des mois de préparation, mais tout se prépare finalement chacun dans son coin, et d'un coup le jour J, là, tac, il faut que tout s'imbrique et que ça marche parfaitement. Donc c'est pas si simple, et ça marche. Alors oui, surtout de l'intérieur, on trouve toujours des choses qu'on pourra faire mieux, mais ça marche. Alors ce qu'il faut, c'est important ce que dit Arnaud, mais il y a deux positions qu'on peut avoir. La nôtre, parce qu'on était les acteurs sur place, et les téléspectateurs. Il n'a pas toute cette conscience de petites aléas. Mais qu'est-ce qui reste en vrai? C'est le sport. C'est le scénario du sport qui reste. Et justement, le sport. Qu'est-ce qu'on va retenir? Est-ce que c'est un test réussi au niveau sportif? Je parle bien sportif. Vous qui êtes au VCE Sky Team Bousser, est-ce que c'est un événement sportif? Pour mes coureurs, c'est mitigé, avec un titre de championne du monde de Clara Copponi. Championne du monde, 30 secondes rappel, il n'y est plus. C'est la loi du sport. Parce qu'il y a eu une petite erreur au niveau des appréciations des juges. Avec l'intelligence des Allemands pour la poursuite pour la vitesse par équipe.
avec malheureusement un faux départ des Allemands, je pense un peu provoqué, Oui. qui fait partir Timmy Gillon et Vigier quand on n'a pas le coup de pétard. Et du coup, il fait l'effort sur un demi-tour de piste. Et après, le temps de récupération est faible. Ils reprennent et on s'aperçoit que tous les deux après ne font pas un bon temps en raison de cet état de cause. Ça, c'est la première chose. C'est le deuxième. Troisième élément, quand on voit l'équipe de France de poursuite par équipe, avec Quentin Lafare qui faisait de la vitesse et qui se reconvertit comme endurant lanceur de l'équipe de France de poursuite, qui est dans le coup. Et c'est concours de circonstances, la petite pierre, l'engrenage va pas bien, et puis on se disloque un peu dans le collectif, ce qui est dommage, parce que cette équipe, moi je pense qu'elle a de la valeur. Tout ça, c'est une histoire. On voit Mathilde qui est championne du monde. Oui, c'est peut-être Mathilde, voilà, il y a beaucoup de choses. Peut-être le titre le plus marquant de ces championnats du monde. Et ça, c'est. Marie-Divine Kwame aussi. C'est tout ça. C'est cette histoire de résultat, cette histoire de sportif. Voilà. C'est ça qu'on retient et pas l'organisation finale. C'est ça qu'il va retenir. Mais l'organisation est importante, j'imagine. Mais pour les spectateurs, c'est ce qu'il va retenir. Lui, il va dire moi, j'ai pas besoin d'un coca à la buvette. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Des émotions devant le petit écran. Voilà. Justement, quelle est votre plus grosse émotion sur ces championnats du monde de cyclisme sur piste? Régis, peut-être? Alors moi, j'ai vu la finale du Madison. J'ai adoré. Et les Français, ils l'ont géré tellement. Ils ont été exceptionnels. Je trouve qu'ils ont été intelligents de comment ils sont placés dans le peloton de tête, sans jamais trop. Et puis à un moment donné, ils ont fourni l'effort où il fallait. Ils ont tué le game. Et puis après terminé, il était irrattrapable. Et ça, ils ont été exceptionnels, je trouvais. Ouais. Et ça a créé une ambiance de folie. Avec un grand Benjamin Thomas qui est arrivé sur une jambe, je crois. Thierry Fabre, il voulait pas spécialement. Il voulait participer à ces mondiaux, mais il est arrivé un peu sur une jambe. C'est un pro quand même. Hein. Moi, j'adore. C'est un pro. C'est un pro. Et on rigole avec Arnaud parce qu'on se connaît bien, mais le cycliste est toujours quelqu'un qui se cache bien. Il ne dévoile jamais ses plans. Quand on dit je suis pas en forme, c'est que c'est pas vrai. Quand on dit je suis en forme, c'est qu'on n'est pas bien. Il vaut mieux pas être en forme. Je crois que c'est dans tous les sports. Et voilà, quoi. Et la piste, c'est un sport très tactique. Il ne faut jamais oublier ça. Évidemment, il y a de la puissance, etc. Mais c'est un sport très tactique. Tactique, on l'a vu avec cette histoire de faux départ que tu as évoqué. La tactique est partout. Il y a une guerre psychologique aussi. Donc voilà, ils savent gérer ça. Et Benoît, du coup, votre meilleur moment peut-être de ces mondiaux? Je crois que c'est vraiment la ferveur. Si vous avez eu le temps de regarder. Ouais, j'ai pas eu spécialement le temps, c'est vrai. J'ai pas du tout suivi, je m'en excuse, mais parce que on avait beaucoup de choses à gérer. Mais c'est vrai que c'est la ferveur dans le stade. On savait déjà quand les Français étaient sur la piste, donc ça, comme dans tous les sports. Mais là, particulièrement, c'était très intense. Et j'ai trouvé qu'il y avait un public engagé, connaisseur aussi, et toute génération, ce qui m'a fait vraiment plaisir. Donc moi, mon meilleur moment, c'est qu'une famille entière puisse participer aux mondiaux et vienne en famille, en plus de toute région. Je crois que, j'ai pas les listes des personnes qui étaient venues en général dans les comptes rendus, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de locaux. Et moi, j'avais beaucoup d'amis, de voisins qui étaient au courant bien évidemment de cet événement, qui ont souhaité y participer et qui ont adoré. Ce qui était plaisant aussi, c'était, moi j'ai retenu surtout la combativité de Mathilde Legros et de Marie-Divine Kwame. Oui, voilà, et la hargne qu'elle mettait dans le... Ça vous a impressionné? Ah oui, les deux, mais en fait, elles sont explosives et puis elles se sont lâchées à la fin, quoi. Et, ça crée des émotions, ça. J'étais avec le père de Marie-Divine dans les tribunes, avec la maman de Clara. Il me regarde à un moment, il me dit, quand on est entraîné par le meilleur, on devient le meilleur. Vous voulez parler de Grégory Boget, bien sûr. Ah, ben c'est sûr et ça, c'est une certitude. Ouais. Parce qu'il a tellement eu de palmarès et puis il a un feeling qu'il les a transcendés. Ça se voyait. Elles étaient transcendées, les filles. C'est abattant. Et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné. Arnaud, le meilleur moment, le meilleur moment, mais juste avant, par rapport à ce que tu viens de dire, il ne faut jamais oublier que le sport, et même quand c'est une performance individuelle, à la fin, c'est un travail d'équipe.
il y a une équipe derrière chaque sportif individuel, et on n'arrive pas à ce niveau-là si on n'est pas soutenu, cadré, accompagné, poussé. Voilà, donc vraiment, et c'est le message qu'il faut faire passer aux plus jeunes, le sport, c'est l'esprit d'équipe. Moi, le meilleur moment, c'est la victoire de Mathilde, parce que ce titre, il est plus que mérité, qu'elle l'attendait, qu'elle le gagne à la maison, devant son public, devant sa famille, dans son pays. On l'a vu arriver à la Fédé, on l'a vu progresser, donc voilà, c'est Oui, vous l'avez vue toute petite, Mathilde, si je peux dire. Petite, dans le petite cyclisme. au niveau cyclisme. Ouais, Oui, cyclisme. oui, voilà, donc j'étais comme tout le monde, et heureux, ému. Vraiment, je l'ai croisé il n'y a pas longtemps, je lui ai dit le plus simplement du monde, en la remerciant pour les émotions qu'elle nous a données, parce que c'était une victoire extraordinaire, vraiment magnifique. Donc ça restera un beau souvenir pour les téléspectateurs et spectateurs du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, ces mondiaux. Oui, je pense, et on l'a dit, l'ambiance est folle dans le Vélodrome sur un événement comme ça. On fait plein de choses dans le Vélodrome national, plein d'événements, mais ça reste un Vélodrome, il est fait pour le cyclisme sur piste, et quand on a un événement international et que le Vélodrome est plein, il y a une ambiance fantastique. Si vous deviez donner une note peut-être pour terminer sur cette thématique des mondiaux, une note sur ces mondiaux, peut-être Régis Sarel. Une note sur combien ? Sur 10. Sur 10, 8,5, 9. 8,5, 9. Benoît, pareil. Non, moi 10. Moi je suis positif. Ouais. Non, mais Patrick, Non, qui non, moi je dirais 9 parce que il y a toujours, Une amélioration. toujours des voies des d'amélioration. choses à améliorer. Oui. Mais autrement, sur l'aspect ambiance, c'était super. Thierry, alors vous êtes Le acteur système- le et système spectateur. caméra Sur 10, 12. Non, mais Voilà, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. parce que en Exceptionnel. fait, la problématique, et je vais faire un parallèle juste 2 secondes sur Oui, le oui, rugby. Lorsqu'on fait la mêlée sur le rugby avec nos caméras vues du dessus, avec la déformation de mêlée, c'est vrai quand l'équipe de France ensuite on est allé directement sur les entraînements, c'est la première fois qu'on arrivait à avoir cette déformation vue du dessus, et voilà. Et donc pour nous c'est très important de travailler avec les coachs sportifs et de la présentation pour justement ce que tu disais tout à l'heure, c'est cette émotion qui est ressentie. Nous, on doit la transmettre. Mais pour la transmettre, il faut on ait la connaissance du sport. Et pour ça, il faut qu'on puisse l'intégrer. Oui, Vous avez positionner. vu les caméras qui étaient sur les vélos. On était en immersion totale, c'est-à-dire qu'on était dans la course. Nous, la caméra qu'on a mis aérienne au-dessus, c'est pareil, on avait une proximité très importante. Donc, ce que je veux juste expliquer, c'est que les spectateurs et les téléspectateurs vont être de plus en plus acteurs de la vision qu'ils vont pouvoir ressentir sur tous ces événements, parce qu'on va leur donner la main. Ils vont avoir la capacité de réaliser eux-mêmes leurs propres images avec les caméras qu'on va mettre à disposition. Donc voilà, c'est juste pour dire que cette répétition pré-olympique, parce que c'est sur chaque mondiaux, en général, interviennent juste avant les Jeux, permet justement de faire toutes ces corrections, et pour nous, professionnels audiovisuels, et de nous rencontrer et de discuter pour être encore plus forts sur les Jeux. C'est pour ça que c'est Je important. reviens à ce que tu dis, on parlait d'émotion dans le sport, c'est important. Ouais. Mais cette réussite de cette année, on l'avait peu vu avant. Parce que le spectacle commence dès le début. Quand tu vois que maintenant, avec les caméras, les cadreurs, la technique qu'on a, la technologie qu'on a, quand tu vois que sur vitesse, chaque fille, Mathilde, toutes les filles, même les pistards, c'est leur regard, cette confrontation de se regarder. Ouais, les images C'est de Mathilde, des regarde images. Mathilde, Voilà, ça, c'est des choses qu'on n'avait pas avant. Ouais. Quand je voyais Timmy Gillon avec son casque Tim Bousser, avec l'équipe, je voyais la concentration des 3 gars de l'équipe de France, la concentration des Allemands. On a pris une mesure supplémentaire par rapport aux derniers Jeux Olympiques, parce que toute cette qualité d'image et de caméra, le spectateur, il est acteur maintenant. C'est ça qui a changé. Et c'est sur cette évolution-là qu'il faut aller pour que tout le monde puisse vivre encore plus. C'est ce qu'on n'avait pas avant. Il faut souligner que Benoît. le réalisateur d'Eurovision, donc Olivier Moser, qui est un grand spécialiste de la discipline et qui couvre vraiment, voilà, il a vraiment voulu pousser techniquement pour justement faire une démonstration sur cet événement technologique pour être prêt pour les Jeux, pour se dire ok, j'ai vu jusqu'où vous pouviez aller. Maintenant, on va travailler et on va encore affiner, mais voilà, donc on a eu quand même tout le monde a eu une bonne pression, et des très grands professionnels avec qui il travaille lui aussi en tant qu'opérateur. Je ne sais pas si vous avez vu celui qui est au milieu de la piste, qui fait justement ces gros plans, qui tournicote en permanente dans la zone. Bon voilà, c'est un très très bon opérateur. Donc c'est juste pour préciser aussi que le réalisateur a un rôle important sur l'écriture.
On va passer maintenant à notre prochaine thématique. On va parler des bénévoles. Les championnats du monde de cyclisme sur piste se sont donc déroulés pendant 5 jours au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Un événement qui a réuni des centaines de bénévoles du territoire. Parmi eux, 2 retraités de Montigny-le-Bretonneux qui s'appellent Jean-Paul. On regarde le reportage. Il fait partie des 250 bénévoles retenus pendant ces mondiaux sur piste 2022. À 73 ans, Jean-Paul de Montigny-le-Bretonneux aide les spectateurs à trouver leur place pendant ce rendez-vous. Il a commencé le bénévolat sur les événements sportifs des Yvelines depuis une dizaine d'années. Qu'est-ce qui me plaît ? Déjà, l'événement lui-même, le fait de pouvoir apporter quelque chose aux sportifs et le fait de rencontrer beaucoup de monde et dans un contexte comme celui-ci, des gens du monde entier. Comme je parle anglais, ça me permet aussi de dialoguer, d'échanger avec des gens d'un peu partout. Son ami Jean-Paul, lui aussi originaire de Montigny-le-Bretonneux, est dans l'aire centrale pendant la compétition. Ce retraité badge les journalistes présents sur ces mondiaux. L'Yvelinois a commencé le bénévolat en 1989. Il est aujourd'hui sur sa première grosse compétition internationale. J'adore ça, faire plaisir aux gens, transmettre. Et puis il faut des bénévoles partout. J'étais arbitre de foot sans arbitre, même amateur. Il n'y a pas de match. Il faut des bénévoles sur les sorties scolaires surtout. C'est gratifiant quand même de se sentir utile. On devrait revoir ces 2 Jean-Paul en 2024 sur les différents sites yvelinois retenus pour les Jeux Olympiques de Paris. Ils ont reçu la bonne nouvelle la semaine dernière. Ils sont pour l'instant sur la liste des bénévoles de l'événement. Patrick Chiab, super reportage avec les 2 Jean-Paul. Ah oui, vous les connaissez bien. Hein. Ah oui, je les connais bien. C'est 2 tempéraments différents, c'est clair. Mais ils sont toujours présents. En fonction de leur dispo, bien sûr. Oui, évidemment. Mais donc, on a vu Jean-Paul II, parce que pour moi, reconnaître Jean-Paul qui est Jean-Paul. Oui, on a Jean-Paul I et Jean-Paul II. Hein, oui, ce sont leurs II, surnoms. parce que c'est celui qui est d'origine polonaise. Voilà, donc facile à retenir, avec un petit peu d'histoire. Et autrement, non, ils sont extra. Mais là encore, notamment Jean-Paul II, qui parle anglais, là, on n'a pas su l'exploiter au niveau du... Parce que là, peut-être qu'à la place où il était, il aurait été peut-être plus opérationnel et peut-être ça aurait donné une dimension plus, plus professionnelle. Il parle très bien anglais. Et donc, il faut l'utiliser à la bonne place. Ce sera peut-être vu pour les Jeux Olympiques, peut-être. Oui, après, c'est un problème de... Oui, mais... C'est de là. Il y a beaucoup de bénévoles qui sont embarqués dans les JO, mais ils préfèrent travailler sur Saint-Quentin. Alors, la question sur cette thématique, les bénévoles sont-ils un maillon essentiel pour le bon fonctionnement d'un événement planétaire comme celui des JO de 2024 ? Voter. Je pense qu'on est tous unanimes, je pense, sur la question. Oui. Régis Sarel. En dehors de ça, donc Montigny est ville haute, vous savez, donc dans toutes les villes il y a des bénévoles partout, donc à Montigny il y a 330 bénévoles aussi qui ont été choisis et qui sont actifs aussi de la même manière. Donc il y en a certains qui ont reçu du COJO déjà leur participation, leur sélection, d'autres pas. Donc on a le cas d'un couple le monsieur était contacté par le COJO, pas madame. Donc on ne sait pas pourquoi, donc c'est pas de chance, donc voilà. Donc après, et ils sont actifs toute l'année dans tous les événements qui se passent sur Montigny, donc voilà. En fait, tout le monde a intérêt à avoir des bénévoles, parce que pour aider à la réussite de l'événement. Tout le monde a y gagné. Les bénévoles qui veulent participer à un événement festif, et puis l'organisateur, et les élus. Donc pour nous, c'est notre mission. Arnaud, comment ça fonctionne, ce programme bénévole pour les JO 2024 ? Alors d'abord, ce qui est important, et Jean-Paul l'a dit dans le reportage, s'il n'y avait pas de bénévoles, il n'y aurait plus de sport, il n'y aurait plus d'événements, il ne se passerait plus rien. Les deux l'ont sous-entendu. Un chiffre, il faut se rappeler, pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques recrute 45 000 bénévoles. C'est énorme. Pas de bénévoles, pas de sport, plus de matchs, plus de sorties des enfants, plus d'événements. Économiquement, ça ne serait pas tenable. Donc évidemment, c'est essentiel.
On a la chance à Saint-Quentin-en-Yvelines, dans les 12 communes de l'agglomération, d'avoir beaucoup de bénévoles, des gens impliqués. On se connaît tous avec le temps, présents sur tous les événements. On n'a pas le temps de lancer un appel à bénévoles, ils sont déjà là. Donc c'est merveilleux. Alors pour les Jeux, comment ça se passe? En fait, il y a un process officiel pour candidater pour être bénévole. Mais le comité d'organisation nous a sollicité, nous les collectivités hôtes, pour nous demander de les accompagner et de faire en quelque sorte une présélection de bénévoles qu'on leur a transmis. On leur a tout simplement transmis les noms des bénévoles avec lesquels on a l'habitude de travailler parce qu'on les connaît, parce qu'on sait qu'ils sont fiables, dignes de confiance et que ce sont des bénévoles professionnels. C'est plus facile finalement d'être bénévole sur les JO quand on a été bénévole plusieurs fois c'est plus dans facile, sa vie, bien sur sûr. Saint-Quentin-en-Yvelines ou les environs. C'est plus facile tout simplement parce que nous on atteste du fait que ces bénévoles-là savent ce qu'ils font, savent de quoi ils parlent, sont à l'heure, ne s'en vont pas en milieu de journée. Enfin, voilà, Ils sont fiables. Ils sont fiables tout simplement. Et après, je rajouterai juste un message important parce que la condition pour être bénévole à Paris 2024, il n'y en a qu'une seule. C'est d'être majeur au 1er janvier 2024. Donc le message que je veux faire passer, c'est aux plus jeunes, à ceux qui seront majeurs cette année-là, leur dire inscrivez-vous, tentez votre chance. C'est extraordinaire dans sa vie d'avoir la chance d'être à l'intérieur d'un événement comme celui-là. C'est dans votre pays, c'est près de chez vous. Il faut être libre au moins 10 jours. Donnez 10 jours de votre temps pour participer à ça parce que vous ne le ferez peut-être qu'une fois dans votre vie et je pense que ça marque. Est-ce qu'il reste des places pour être Oui, bénévole? je pense que les 45 000 bénévoles ne sont pas encore recrutés. Il y a des tas de missions dans le bénévolat des Jeux Olympiques. Il y en a qui vont être ramasseurs de balles à Roland-Garros, il y en a d'autres qui vont accompagner des présidents de fédérations internationales, d'autres qui vont être au pied des podiums pour les athlètes, pour les cérémonies, d'autres qui vont être au vélodrome, d'autres qui vont être à la cantine des athlètes. Enfin, il y a plein de missions. Donc voilà, c'est une opportunité fantastique de vivre les Jeux de l'intérieur. Bonhomme, qu'est-ce que vous en pensez des bénévoles? Alors moi je reviens sur la Chine parce qu'on a vécu quand même une situation sans trop de bénévoles sur place et donc on a vraiment senti le manque. Vous l'avez senti? Oui, parce qu'en fait il y avait très peu de public, voire pas du tout de public, et donc on était quand même dans une bulle très particulière. Et pourquoi je dis ça? Parce que l'arrivée dans un pays étranger sur les Jeux, c'est pratiquement le premier accueil. Vous parlez de quel jeu? Quel jeu 2000 Les derniers. Non, c'est Japon. Je parle d'hiver. Pardon. D'hiver, oui. Je parlais d'hiver, Oui. c'est pour ça. Non, on a fait le Japon et après on a fait la Chine. Je parle des derniers d'hiver. Et donc du coup, on a véritablement eu ce sentiment d'arriver dans un pays où vous avez besoin d'avoir cet accueil. Vous avez besoin, et c'est vrai que ce sourire, il y a une vraie motivation de recevoir. Et voilà, c'est ce que j'apprécie le plus chez le bénévolat, c'est cette transmission de passion que tout le monde a. Et le plaisir de recevoir. Les bénévoles sont là par plaisir et par passion. Ah oui. Donc ça se communique naturellement. Thierry, vous avez Moi, déjà j'ai été une bénévole. vision, oui, mais moi j'ai une vision différente, mais vous allez comprendre. Semblable. mon point de vue. Voilà, moi je suis président d'un club, il y a eu le Covid. Et le Covid, ça a tué les clubs. Parce que moi aujourd'hui, comme d'autres clubs en Ile-de-France, on ne trouve plus de bénévoles. Aujourd'hui, je regardais, j'achète les nouvelles de Versailles, je regarde les sports sur Rambouillet, pour Paris-Brest-Paris, il manque 600 bénévoles aujourd'hui. Et c'est au mois d'août. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'a pas encore pris le pas du bénévolat parce que l'histoire de Covid. Mais la chance avec les Jeux Olympiques, ça va dynamiser le bénévolat. Et ça va redonner de l'amour à donner pour les autres. C'est la chance qu'on a. Parce que si on enlève les Jeux aujourd'hui, le bénévolat, il est terminé. Allez, moi j'organise le championnat d'Île-de-France de cyclocross. J'ai 105 adhérents. Et bien tout le monde travaille, j'ai peu de salariés, il faut que j'appelle Patrick. Non mais voilà, parce qu'on travaille ensemble. Mais Patrick il vient, il me dit Thierry, je serai là avec 6 bénévoles le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et bien qu'est-ce qui se passe? Le tissu associatif, c'est la base de la réussite pour tout le monde. Sans bénévoles. je dirais que c'est plus profond. Parce qu'en fait, souvent, les clubs sportifs pensent, premièrement, à la compétition et aux entraînements. Ils oublient de se structurer. Ils oublient de s'entourer de bénévoles, quels qu'ils soient. Et donc, parce qu'en fait, des bénévoles, il y en a, mais on ne sait pas qu'ils existent. C'est ça le problème. Et ce qu'on a maintenant, Thierry, parce qu'on va on parle avancer dans l'émission. de mutualisation. Oui. Regarde maintenant. Eh bien, on se mutualise. Moi, quand je fais une organisation, quand le club de Rambouillet a besoin d'un coup de main, je vais des Rambouillais. Quand Rambouillet vient vers moi.
Quand l'US Métro Transport, il vient m'aider, par exemple. Ben voilà, on est obligé de fédérer nos forces pour pouvoir organiser maintenant. Ça sera le mot de la fin sur cette thématique. On va maintenant parler de course à pied, un thème qui va sûrement vous faire plaisir. Arnaud Courtier, la course à pied, vous connaissez très bien. Alors, vous qui êtes un passionné de course à pied, vous savez sans doute qu'il y aura un marathon pour ces JO de Paris en 2024. Ils passeront par les Yvelines. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, vous qui avez suivi le dossier? Par Versailles et Viroflay. Oui, un marathon qui partira de Paris, qui reviendra dans Paris bien sûr, mais qui sortira sur l'ouest, dans les Yvelines, qui montera dans les Yvelines avant de redescendre. Donc un marathon qui ne sera absolument pas plat. Donc il ne faut pas s'attendre à avoir des records. Un dénivelé, j'ai les chiffres, un dénivelé positif de 436 mètres, un dénivelé négatif de 438 mètres. L'inclinaison maximale sur la route sera de 13,5%. C'est pas mal. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Je rappelle qu'on sera au mois d'août, il va faire chaud. Donc voilà, donc effectivement pour un marathon c'est un petit peu exceptionnel. Hein. Donc on ne verra pas de record olympique ou du monde battu sur la distance. Non, vous y croyez pas? Non, avec ce dénivelé c'est strictement impossible. Par contre on va avoir de belles images. C'est un tracé historique, hein, il est lié à l'histoire de France. Il va permettre aux téléspectateurs du monde entier de découvrir Paris et sa proche banlieue sur un axe historique, et c'est aussi une volonté, je pense, du comité d'organisation à plusieurs niveaux. Axe historique, c'est la marche des femmes sur Versailles le 5 octobre 1789, exactement, un épisode clé de la Révolution française. La marche des femmes est l'une des premières manifestations de l'histoire. 5 000 à 7 000 femmes sont venues chercher le roi à Versailles pour le ramener à Paris. Exactement. Alors là, il y aura le marathon des sportifs, hein, bien sûr. Et puis là encore, une nouveauté des Jeux de Paris 2024, le marathon pour tous. Un marathon fait pour les gens comme vous et moi, qui ne sont pas des grands athlètes, mais qui aiment la course à pied. Vous avez votre dossard ou pas? Alors, j'ai pas encore mon dossard. Vous espérez? J'espère le gagner, puisqu'il faut le gagner, ce dossard. On ne peut pas l'acheter. Il y aura 20 024 dossards pour participer. Il faut s'inscrire au club Paris 2024, faire du sport, marquer des points et espérer être tiré au sort pour avoir son dossard. Régis Sarel, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, la course à pied, c'est pas mon truc. Qu'est-ce que vous pensez du marathon? Non, mais le marathon lui-même, non, c'est de la manière dont on en parle, c'est fabuleux. Moi, je trouve qu'on reprend quelque chose d'historique, on prend quelque chose, ça rappelle peut-être un peu l'histoire. Pareil, on en parlait des mascottes tout à l'heure. Il y a un symbole historique finalement dans tous ces JO 2024. Moi, par exemple, j'ai eu la chance de vivre ce que j'appelle... On a tous les plus beaux jeux, quoi qu'il arrive, mais c'est les Jeux d'Athènes parce que c'est le berceau de l'Olympisme. J'ai eu la chance, enfin, j'avais été avant à Athènes en tant que valide, j'avais parcouru le stade olympique, j'ai fait les Jeux et après je suis retourné en tant qu'handi et j'ai aussi fait le stade olympique. Comme ça, j'ai fait la boucle. Mais je trouve que c'est fabuleux. Non, et le marathon, c'est la base même des Jeux, pratiquement. Benoît, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, d'un point de vue visuel, je pense que ça va être assez intéressant parce que j'ai couvert... Il y aura le château de Versailles. J'ai couvert plusieurs marathons de Paris et c'est vrai que là, on va sortir un petit peu des traditionnelles images. Donc, je trouve qu'effectivement, ce dénivelé est intéressant aussi parce que moi, j'ai fait la caméra principale des premiers qui courent et je peux vous dire que déjà sur le plat, il y a une souffrance qui est quand même assez importante. Hein, on les voit très souvent et là, j'imagine que ça va être assez dur, justement, dû aussi à la chaleur. Donc je pense que ce marathon va être très intéressant d'un point de vue visuel, justement. Et bien sûr, au niveau de la course, ça va être assez technique, je pense. Thierry Fabre? Moi, je pense aux JOP aussi. Parce qu'on n'en parle pas trop des JOP. Mais tu pourras nous dire aussi comment ça se passe. Mais quand je vois le handbike route, c'est fantastique ce qu'ils font, les gars. C'est fantastique. Alors, quel circuit va être défini? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que tu as des infos, Arnaud? Est-ce que tu as quelque chose? Donc voilà quoi. Il ne les dira pas aujourd'hui, en tout cas, s'il les avait, je ne pense pas. Voilà, je pense que c'est les JOP. On parlait tout à l'heure des Jeux, mais on parlait de bénévolat. Eh bien, ça ne s'arrête pas qu'aux Jeux Olympiques. Non, bien sûr. Il faut continuer jusqu'aux JOP. La récompense, c'est les deux. Ben, moi, je me suis mis sur bénévole sur les deux. Tu vois? Et voilà, faut penser aux GOP, parce que quand on voit les championnats du monde qu'il y a eu à Saint-Quentin, il y en a eu des médailles des Français quand même, hein. Plus que les valides. Hein.
Et c'est là où ça a un peu pêché en fait, parce qu'il y a eu un problème de communication. Oui, c'était un peu votre coup de gueule tout à l'heure. Oui, tout à fait, parce que le public que tu es là était un public conquis, mais il n'y en avait pas beaucoup par rapport. Donc les mondiaux paracyclistes qui sont déroulés juste après les mondiaux de sélection sur piste. Si on allait seulement sur le site du Vélodrome, ça a apparu que le samedi seulement sur le site du Vélodrome, c'est anormal. Et avant, moi je suis en plus à la communication de la ville de Montigny, on n'a pas été informé. Alors, c'était pas le même canal, c'était pas la même organisation, effectivement. Oui, c'était pas les mêmes organisateurs. C'était pas les mêmes organisateurs. Donc là c'est même le mouvement d'e-sport qui est un peu responsable du truc, qui n'a pas fait son boulot. Et puis lui, je pense que l'UCI aussi, parce qu'il aurait dû communiquer bien avant. Un événement comme ça, on doit communiquer sur les deux événements en même temps. Moi, ce que je pense. Moi, par exemple, je me suis battu beaucoup sur 2012. On voulait que les Jeux paralympiques soient avant les Jeux olympiques, parce que souvent il y a une montée en puissance avant les Jeux, et puis après, hop, ça redescend. Pour les prochains qui auront lieu en 2028 à Los Angeles, ça sera le cas. Ce sera la première fois. Je partage totalement cette vision. Les paras avant. La lumière, c'est toujours avant. Oui, c'est toujours avant. Une fois qu'on éteint la lumière, il faut la rallumer. Les paras avant, et on n'éteint pas la flamme entre les deux, on la ravive simplement. Voilà, exactement. On va maintenant passer à une nouvelle thématique. Quand on pense JO 2024, on pense forcément sportif. Et ils sont plusieurs dans les Yvelines à pouvoir briller en 2024. Je vous propose de découvrir les têtes d'affiche potentiellement médaillables. Et vous allez me dire à chaque fois si oui ou non elles peuvent remporter une médaille, à votre avis. Alors on va commencer par un basketteur. Il mesure 2,21 m. Je ne sais pas si vous connaissez Victor Wembanyama, il mesure 2,21 m. Il a été médaillé d'argent européen chez les U16, au mondial chez les U19. Et il joue aujourd'hui chez l'équipe de France A. Il a réussi à marquer 20 points pour son premier match avec les Bleus. Il joue chez les Metropolitans 92. Victor Wembanyama, est-ce que ce garçon, qui est du Chesnay Rocancourt, peut remporter une médaille avec l'équipe de France de basket ? Eh bien, vous le connaissez bien, Patrick Chiave. Ancien chénésien, j'ai vécu au Chesnay pendant 20 ans. Vous l'avez vu ? Non, je ne l'ai pas vu à l'époque. Pourtant, il était grand. À 10 ans, il faisait déjà 2 mètres. Mais c'est vrai qu'il a un potentiel terrible, et puis on en entend parler beaucoup. Il ne va pas rester longtemps en France. Donc la NBA va le récupérer. Normalement, l'année prochaine, il est en NBA. Bah oui, c'est ça. Et donc c'est un potentiel terrible. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Benoît Dantan? Médaillable aussi Oui. Il peut porter cette équipe de France, remporter une médaille effectivement, je crois que là, il a eu une ascension. Et il n'est pas tout seul, en plus. Oui, il était suivi. Et là, effectivement, il est très, très regardé par le circuit international. Et je pense que, voilà, c'est pas que les atouts physiques. C'est aussi dans la tête que ça se passe. Il est très jeune, je ne sais plus quel âge. 18 ans. 18 ans, voilà. Très jeune. 19 ans au mois de janvier. J'ai remarqué d'ailleurs sur les grands sportifs, même sur le tennis et sur ce sport, de plus en plus jeunes. Moi, j'ai vécu pas mal de JO et il y a eu des découvertes comme ça sur des jeunes athlètes qui sont arrivés très vite aux médailles. Donc oui, je pense qu'il a... Et puis, il a vraiment l'allure du sportif. On ne peut pas dire qu'il soit... LeBron James a dit de lui que c'était un extraterrestre. LeBron James, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs de tous les temps en NBA. Régis Sarel, qu'est-ce que vous en pensez? Attention, c'est un sport d'équipe. Exactement. Et on peut avoir une super individualité, 2, 3, mais si l'équipe, il y a un point faible, ou j'en sais rien, il faut que tout le monde soit à peu près équivalent. C'est ça la difficulté dans ce Thierry sport. Fabre. Comme c'est on fait un jeu entre nous, c'est qui double. Je reviens qui double. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il y est peut-être, mais pas tout à fait. Ça va dépendre d'un équilibre. Oui. Son équilibre de sportif avec son encadrement et son équilibre familial. S'il y a un des deux qui ne va pas, ça bascule soit d'un côté, soit de l'autre. Il faut toujours rester droit dans ses valeurs. Et c'est ce qu'on peut lui souhaiter, et qu'il réussisse. On a l'exemple d'Mbappé. Et Ben Mbappé, on disait qu'il ne va pas aller loin, mais Mbappé, ça fait 5 ou 6 ans qu'il est déjà performant. Voilà. On parlera justement un peu après de Kylian Mbappé. Il n'est pas blessé. Vous teasez. Arnaud Cortier. Victor Wembanyama, en tout cas je l'espère. Avec l'équipe de France, on a parlé du fait qu'il parte peut-être en NBA. Moi je lui souhaite pour sa carrière, et parce que aller jouer dans le meilleur championnat du monde, c'est pour lui avant les Jeux la meilleure opportunité justement de faire cet apprentissage du plus haut niveau, de l'esprit d'équipe, de bénéficier d'encadrements professionnels exceptionnels qui lui donneront certainement ce qui lui manque peut-être aujourd'hui, parce qu'il est jeune tout simplement, qu'il a encore à apprendre forcément, mais oui bien sûr. Oui.
On a aussi de bonnes chances de médailles en cyclisme sur piste. Je pense notamment à Mathilde Gros, elle a 23 ans, elle est tout juste championne du monde de vitesse individuelle. Elle est double championne d'Europe du Keirin, multiple championne de France. Mathilde Gros, on ne la présente plus. Médaillable ou pas sur ces Jeux de Paris? Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick Chiab? Oui, bien sûr. Et puis je pense qu'elle a pris, par ces compétitions, ces mondiaux, on a pris une nouvelle dimension au niveau de son statut. Thierry, vous confirmez? Moi, je suis confiant. Ouais. Elle a passé un cap. Ouais. Médaille d'or? Elle est la France. Arnaud Courtier, qu'il avait vu grandir en tout cas au médaillable, bien sûr. En tout cas, on lui souhaite, et après on verra bien, parce qu'il reste 2 ans pour aller au jeu. C'est à la fois court et long, et puis il y a une vraie concurrence. Mais oui, aujourd'hui, elle a parfaitement tout le potentiel pour être médaille d'or aux Jeux Olympiques. Régis Sarel. Moi, je suis d'avis aussi. Mais c'est long, les 2 ans avant. Il faut, là, la dernière année, elle est chaude. On arrive, il faut être prêt au moment. Bien sûr. C'est tous les 4 ans les Jeux, c'est ça le truc. Est-ce qu'elle va réussir aussi à garder la tête froide aussi après une victoire comme celle-là? Elle a fait la une de l'équipe. Est-ce qu'elle va réussir à garder cette tête froide? Oui, parce qu'elle est bien entourée, elle est bien encadrée, c'est ce que tu disais tout à l'heure, côté famille, côté staff, etc. Et c'est ce qui va l'aider à garder la tête froide, exactement. Mais on entend. Moi, les peu de choses que j'ai pu voir pendant les mondiaux, c'est justement cette ambiance et ce groupe d'équipe française où justement ils étaient très solidaires et ils se sont vraiment mutuellement aidés, j'ai l'impression, avant, pendant et sur la course. Donc je pense que c'est ça qui est important aussi, c'est de ne pas se sentir seul. On parlait d'équipe, mais voilà, on est sur la piste, on est aussi avec tous ces acolytes qui vous aident, tout le monde, les coachs, tout le monde. Donc je pense que oui, il faut y croire, aller la France. Elle était bien mentalement, donc ce qu'il faut surtout, c'est parce qu'en fait la différence se fait là, d'un point de vue mental, de hargne, sur ce type de compétition. Une autre sportive qui peut peut-être aussi performer, c'est Clara Copponi, que vous connaissez très bien, Thierry Fabre. Elle est au VCE Sky Tilbousser. Potentiellement médaillable, Clara Copponi. Moi, j'y Pistard crois. également. Moi, j'y crois. Parce que la chance va tourner. Elle passe à chaque fois, elle est vice-championne du monde, vice-championne d'Europe. Moi, je pense qu'elle a un sacré potentiel. Et puis alors, elle est forte moralement. Elle est très forte, elle sait ce qu'elle veut. Elle est intelligente. Je la vois quand elle pédale, ça se voit le positionnement. Ça me fait penser un peu à Thomas Bouda, quand je la vois sur son vélo. Elle est bien calée, elle est bien concentrée. Le petit renard du VC Sky Tilbousser. Vous avez été conquis aussi, vous la connaissez bien, Arnaud Courtier ou... Je la connais pas très bien, mais je la connais, mais je sais que, je partage tout ce que tu viens de dire, parce que voilà, elle travaille, elle a les capacités physiques, intellectuelles, donc ça va sourire. Et les jeux à la maison, ça donne envie de se dépasser. Voilà. À la maison et sur ses terres de club. Exactement. En plus. Bonne chance de médaille également avec Marie-Divine Kwame. Elle est tout juste championne du monde du 500 mètres, championne de France 2021 et 2022. On l'a vu en interview, elle a aussi énormément de fraîcheur, cette Marie-Divine. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick Chiab? C'est un sacré tempérament. Puis au moins, elle est expressive. Et ça, c'est bien, c'est la vraie sportive. Pareil, on la compare un peu à Kylian Mbappé, pour le coup. Elle est assez jeune. Oui, elle est jeune. Bon, on verra après ce que ça va devenir, mais en fait, elle arrive à entraîner du monde par son tempérament. Et ça, c'est bien. Benoît, qu'est-ce que vous en pensez? Marie-Divine Kwame, est-ce que vous avez pu voir sa finale? Non, malheureusement, mais je vais, suite à l'émission, voilà, j'ai la chance de pouvoir voir des replays. Bien sûr, j'ai toutes les images, donc j'ai de quoi regarder toute cette immersion, mais c'est vrai, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je crois que ce groupe est formidable, et puis que, effectivement, la terre sur laquelle ils ont poussé vont leur permettre de gagner plein de médailles, je leur souhaite le plus vivement possible. On a aussi un cavalier, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Victor Lévesque, cavalier international, étoile montante de l'équitation. C'est un cavalier de concours complet, il a grandi dans les Yvelines et est installé depuis peu à Maisons-Laffitte. Il aura 26 ans en 2024, il fait partie des gros potentiels français. Est-ce que c'est un jeune garçon je ne sais pas si vous le connaissez, mais est-ce que c'est un jeune garçon aussi à pousser peut-être pour une médaille olympique? Il est jeune, on sait qu'en équitation on arrive généralement à maturité un peu plus tard. Régis Sarel, qu'est-ce que vous en pensez, Victor Lévesque?
Non, c'est une chance, mais c'est vrai que... C'est peut-être un peu jeune. C'est peut-être un peu jeune. Après, l'expérience fait... Il y a plein de sports comme ça. Maintenant, on s'aperçoit, par exemple, si vous prenez un cas, un Caroline Garcia, par exemple, qui est en train d'exploser maintenant avec l'expérience. Avant, tennis, on n'avait que des jeunes joueurs. Bon, chez les Valides, en ce moment, les jeunes joueurs sont exceptionnels. Donc, mais là, chez les Français, on a toujours tendance à exploser un peu plus tard. Je ne sais pas pourquoi. Il faut de l'expérience, il faut quelque chose. Peut-être que notre école n'était pas bonne, j'en sais rien. Il y avait quelque chose, mais là, elle est exceptionnelle. Donc là, sur l'équitation, c'est vrai qu'il faut beaucoup d'expérience. Moi, je viens un peu du monde du cheval, parce que je viens de la Normandie, là, donc c'est là où la terre de cheval, je dirais, et de la Manche surtout. Et c'est vrai que les gens qui sont dans le cheval, ils ont acquis une expérience avec le temps. Il faut, parce que là, ils sont deux aussi. Et le cheval aussi. C'est ce que j'ai dit, c'est un couple. Ouais. C'est un couple à Arlon-Contier. C'est un duo, donc voilà. Après, oui, on a l'habitude de voir les cavaliers et les cavalières avec une certaine expérience. Néanmoins, autorisons-nous à rêver un peu et à se dire que pourquoi pas. Parce que le talent, parce que l'envie, parce qu'à domicile, parce que ça va être dans un cadre d'équitation absolument exceptionnel. Comment dire, ça va faire des images. Château de Versailles. Château de Versailles. Donc pourquoi pas être transcendé parce que c'est ce premier jeu, parce que c'est à la maison, parce que c'est dans un cadre exceptionnel, parce que le public vous porte. Il peut se passer quelque chose. Il faut juste que l'émotion soit pas trop forte. Il faut que l'émotion soit maîtrisée. Et c'est peut-être la jeunesse. En énergie positive. C'est peut-être la jeunesse qui va malheureusement. C'est peut-être là où l'expérience parle en général. Enfin, il y a un footballeur, je pense qu'on connaît tous sur ce plateau, Kylian Mbappé. Il aura dans deux ans de plus, du coup, en 2024. Il a évolué à Clairefontaine dans les Yvelines entre 2011 et 2013. Il évolue au Paris Saint-Germain depuis 2017. Il veut jouer ses JO de 2024. Il aura 25 ans à peu près. Peut-il remporter une médaille? C'est un petit peu la même chose qu'avec Wembanyama. Il ne sera pas seul sur le terrain. Mais c'est un Yvelinois en tout cas qui peut potentiellement remporter une médaille. Thierry Favre, vous en parliez tout à l'heure. Le sport collectif n'est pas une chose exacte, une science exacte. C'est ça le problème, c'est que. Est-ce qu'il peut apporter quelque chose à cette équipe? C'est sûr que ça va être un moteur. En sachant que cette compétition est un peu spéciale pour le football. Elle est réservée aux joueurs U23 de moins de 23 ans et on peut sélectionner 3 joueurs de plus de 23 ans. Et c'est ouvert aux pros. C'est ouvert aux professionnels. Donc ce qui va dépendre, c'est la richesse de notre formation jusqu'à 2 ans. Si les clubs pros arrivent à sortir des jeunes en U23 avec un fort niveau et qui sont pros aussi, ça ira très bien. Mais où il faut s'interroger, c'est l'équipe nationale des jeunes, qu'on disait avant, espoir. Elle ne fait pas tellement beaucoup de résultats concrets en ce moment. Donc ça travaille aussi là-dessus. Je pense que tout ce qui est mis en place par la Fédé, ça va bien fonctionner. Et avec l'encadrement technique qu'ils ont à Clairefontaine, je pense que ça va marcher parce qu'il y a toujours, que disait Arnaud, on est à la maison, quoi. La motivation, elle est différente. L'implication, elle est différente. La pression des spectateurs, elle est différente. Moi, je me souviens... sur une Coupe du Monde, moi j'ai des copains qui étaient pros qui m'en parlaient, et bien quand ils partaient de Clairefontaine, quand ils étaient escortés par 6 motards, ils avaient déjà la pression. Oui. Ça commence là. Parce que comme on dit toujours, où ça se gagne un match? Mais ça se gagne dans le couloir avant de rentrer sur le terrain. C'est là où il faut peut-être mettre des caméras. Okay, merci beaucoup, des caméras pour vivre l'émotion dans le couloir. Très rapidement, Benoît, très rapidement, parce qu'il nous reste même pas 30 secondes. 30 secondes très rapidement, ce qu'on est en train de se dire, c'est que nous, on fait des prises d'image, on transmet cette émotion, et c'est vrai que de travailler ensemble au niveau sportif et mise en image, c'est essentiel pour retransmettre cette émotion. Maintenant, moi, j'ai vécu pas mal de JO, effectivement, j'ai vu pas mal de jeunes sportifs qui ont démarré, et je crois que cette motivation, on va la connaître d'ici à la fin de l'année aussi, parce qu'en fonction de ce qui va se passer le mois prochain, ce mois-ci, le mois prochain. C'est déjà la fin de cette émission, Benoît Dantan. Vous avez conclu
par votre entreprise XDaemotion, qui sera sûrement sur ces JO 2024. Sûr et certain. Certainement. Alors c'est déjà la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, je vous propose une citation de Pierre de Coubertin, le fondateur des Jeux Olympiques modernes. Le succès n'est pas un but, mais un moyen de viser plus haut. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV78.